Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Le Récap. Aujourd'hui, on passe à un tout nouveau format. Fini les monologues, je serai plus seul. Chaque épisode devient un vrai rendez-vous pour les amateurs de spiritueux où l'on décrypte ensemble les nouvelles sorties, les tendances et les actualités du secteur. Le tout de manière détendue et sans chichi. Désormais, je serai entouré d'invités passionnés et passionnants qui partageront leur expertise et leur coup de cœur. Ensemble, on va explorer ce qui fait vibrer le monde des spiritueux. Aujourd'hui, j'accueille Kevin, mon premier acolyte. Patron du bar Le Radabinch et youtubeur sur sa chaîne du même nom, Kevin est un grand connaisseur de bière craft française et en bonus, une passion dévorante pour les spiritueux et pour le flan. Kevin, comment tu te sens? Bah pas bien, t'as dit que j'étais youtubeur, c'est pas vrai. Je suis un barman qui a une chaîne YouTube, rien à voir. Et pour le flan, je suis désolé, mais la boulangerie était fermée. Ouais, on a bien vu, on est à la flotte, donc c'est déjà pas mal. On est déçus. Et à ses côtés, Marie, caviste de la cave de la butte et formatrice en restauration. Son péché mignon, s'enfiler du savana brut de colonne avant d'expliquer à Jean-Jacques que non, le couteau à beurre ne sert pas à couper une entrecôte. Marie, comment ça va? Ça va très bien, puis salut à tous. Au programme cette semaine, on a du lourd. D'abord, on va plonger dans les dernières sorties de spiritueux, histoire de savoir ce qui vaut vraiment le détour ou pas. Ensuite, on vous a concocté un petit top des produits en supermarché avec un dossier spécial. On va parler de supermarché versus caviste. Où trouve-t-on les meilleures bouteilles? Spoiler, on a pas mal de choses à dire là-dessus. Allez, installez-vous confortablement, on démarre. Et ça va les copains? Et là, en fait, t'as le droit de répondre. Ah, je pensais que c'était l'exemple. Ouais, moi aussi. Non. Bah ça va carrément bien, je suis content d'être là. Merci mec de m'avoir invité. Moi j'adore venir boire des coups, parler, c'est super. Boire des coups, t'es au café et à la flotte. Non, t'es au café, nous on est en train de... Non, nous ne consommons pas d'alcool pendant un podcast, nous respectons la loi Evin. Evin, si tu nous aimes, On n'est pas content de bonjour. consommer de l'alcool. Hein? On n'est pas content de consommer de l'alcool, donc tout va bien. Voilà, c'est ça, c'est... L'abus d'alcool est Ah c'est vrai, je pensais L'abus qu'on d'alcool pourrait est en dangereux parler. pour la santé, à consommer avec modération. Maintenant que ça c'est fait, on va se déboucher une petite bouteille. Alors on va commencer par les sorties de la semaine. Alors De Paz a présenté un nouveau Private Cask millésime 2015 qui sort à 57 degrés. C'est un rhum single cask vieilli 5 ans en fût de chêne américain puis 3 ans en fût de chêne français ayant contenu du Pinot des Charentes. Prix de vente affiché 120€. Pour une moyenne, alors à peu près il y aura 400 bouteilles pour 120 balles. Voilà, donc c'est leur nouvelle série limitée de cette année. Pinot des Charentes, Marie, un petit mot là-dessus? Ouais, c'est intéressant. En vrai, Pinot des Charentes, c'est un VDL, vin de liqueur, et donc c'est fait dans les Charentes. Donc en fait, c'est un vin muté avec l'eau de vie de la région, donc avec du cognac. Ça donne des boissons super intéressantes avec une petite pointe de sucrosité. Et là, en fait, alors c'est même plus qu'un finish parce que c'est 3 ans. Ça va vraiment bien marquer le jus. Hein, ça va apporter beaucoup de gourmandise. Hein. C'est cool. Alors après, au niveau du Pinot des Charentes, est-ce que suivant le producteur de Pinot des Charentes, t'as vraiment des grosses diffs au niveau aromatique parce qu'on n'a pas l'origine en fait du fût? Ouais, non, c'est compliqué. Bah, ils mettent rarement l'origine des fûts en finish. Après, oui, je pense qu'il va y avoir des pâtes, hein, comme tout vigneron qui a vraiment sa personnalité. Là, après, il n'y a pas de notion de vinification. Ouais, ça va plus être la qualité du cognac qu'on va mettre pour le mutage qui va changer, je pense. Ouais, à voir à la déguste. Hein. Oui, bah de toute façon, faudra bien le goûter à un moment ou à un autre. Ouais. Ensuite, on a Astrea Spirit qui a lancé Astreus, encore un nom un peu compliqué, un spiritueux présenté comme le premier gin single malt américain, soit un gin élaboré à partir d'un distillat d'orge maltais qui titre à 57 degrés 5. Pour un gin, ça commence à taper. Prix de vente estimé à sa sortie, 120€. Pour du gin, 120€. Faut peut-être pas trop se foutre de la gueule du monde non plus. Ça fait un peu cher quand même. Surtout que c'est une boisson que tu vas quand même vite consommer en plus ou moins grande quantité quoi. Le gin c'est quand même un alcool festif. Ça me dérange moins de mettre ce même prix là dans une bouteille de whisky au drum, mais moi perso je trouve qu'on trouve déjà d'excellents gins dans les 30-40€, même 50 balles à la rigueur, en sachant que tu en bois pas un quoi. Ouais. Donc Après j'aimerais bien le goûter quand même parce que ah ouais, ça va être hyper intéressant. Parce que tu vois quand même de plus en plus de gins qui essayent d'attaquer le marché de la dégustation simple, parce qu'on a toujours dit que le gin était à couper avec du tonic ou des choses comme ça. Et t'avais Citadel qui avait sorti un Noble Steak, un gin à base de canne à sucre vieilli pendant 3 ans dans des fûts de Bourbon, je crois. Et c'était assez cool, mais c'était vraiment un segment qui était... Ouais, t'es sur un marché de niche, pardon, mais ça va trouver preneur. Hein. Après, ce qui m'interpelle aussi, 57,5 degrés. Ouais, ça commence à taper là. Ouais. Enfin, c'est vraiment qualitatif. Faut pour que les déjà avoir un palais, 57, quoi. Ouais, carrément. Et ouais, faut pas oublier que le consommateur non averti, enfin,
le commun des mortels, j'ai envie de dire, il va acheter sa bouteille à 120 balles, il est content parce que ça claque un peu de mettre ça sur la table pendant un apéro entre copains, mais il va en boire un, il va pas oser admettre que ça pique la gueule et puis il va mettre du Schweppes dedans après, quoi. C'est ça qui est compliqué. Alors moi perso, une bouteille à 120 €, je la sors pas n'importe quand, quoi. Non, c'est Ça clair, c'est un plaisir solitaire presque. Ouais, c'est vrai. Une petite question, parce que la plupart des jeans sont quand même étudiés pour être consommés avec des toniques. La majorité des jeans, ouais. Est-ce que c'est le cas de celui-ci? Eh ben, il n'y a pas de... Et quel tonique à la rigueur, quoi? Alors, le problème, c'est que sur la com qu'ils ont fait dessus, ils communiquent essentiellement sur le fait que c'est le premier gin de single malt américain. Alors, sachant qu'en plus, la matière première, là, pour le coup, on s'en fout un peu, c'est un gin. Moi, ce que je veux d'un gin, c'est qu'il goûte genièvre. Est-ce que ça va avoir une réelle incidence? Est-ce que t'as pas de référence à un principe de fumage, de tourbage ou de choses comme ça? Ou même d'ajout de plantes de plantes supplémentaires. Il y a pas un travail particulier sur la botanique, quoi. Enfin, en tout cas, ils l'annoncent pas. Ils l'annoncent pas, en tout cas. Là, bah ouais, les 3 plantes imposées, c'est bien joli, mais... Moi, j'ai plus peur que ce soit un produit qui soit dans le segment premiumisation. Ouais. Alors ensuite, on a Havana Club qui avait pas donné de news depuis très très longtemps, qui a dévoilé un nouveau look pour sa collection intitulé Iconica. Là, ça y est, j'ai du mal. Comprenant donc dans sa gamme Iconica, il y avait 3 références: la Grande Réserve 15 ans, la sélection des Maestro et le Maximo, donc qui pour Havana Club est le top du top de ce qui sort. C'est vraiment leur produit ultra premium, parce que tu vois, Maximo, c'est un carafage qui a toujours été dans les 1200-1400 € la bouteille. Et donc là, ils ont décidé de changer le packaging complet de leur gamme, ce qui peut initier peut-être, moi je le vois comme ça, où Havana Club, ils sont un peu en perte de vitesse en Europe à l'heure actuelle, au fur et à mesure que les années passent, parce qu'ils avaient arrêté de faire de la com et ils pensaient que tout était gagné, et puis ça commence un peu à changer, et ils commencent peut-être à changer la gamme de carafage sur les hauts de gamme pour voir ce que ça donne, et ça va peut-être ruisseler après sur les gammes plus classiques, parce qu'ils sont en manque identitaire à fond en ce moment, quoi. Je pense que c'est une erreur de stratégie pour moi. C'est pas une erreur de savoir-faire, parce que j'imagine qu'ils savaient faire de très belles choses et qu'ils savent faire de très belles choses, mais on va pas se mentir, je pense que si on analyse un peu leur vente, combien de pourcentage représente la vente de leur rhum le plus classique, qui finit en grosse partie dans des mojitos. Et malheureusement, même moi qui m'intéresse au produit, en l'occurrence Havana, c'est une marque que je fuis un peu, parce que j'ai cette mauvaise image de trucs de boîte de nuit pour faire des cocktails, tu vois. Et donc effectivement, je pense que dans leur stratégie de communication, il serait pertinent peut-être de retravailler sur des gammes un petit peu plus premium, parce que sûrement qu'ils ont des choses à montrer. Bah surtout que moi j'ai eu la chance de pouvoir les goûter, ces gammes-là à Cuba, donc tu vois, vraiment sur place, et c'est quand même des produits qui sont vraiment bien bossés, quoi. On peut pas négliger. Alors, justifier de 1300 € la bouteille, j'irai pas jusque là. Parce que le carafage en lui-même, tu sais, c'est un peu comme les cognacs très haut de gamme, ou les Louis XIII, où rien que la bouteille déjà vaut 500 ou 600 balles, rien que la quille, quoi. Tu vas te balader chez NSI et que tu vois que le cristal Baccarat... mais par contre, le produit en lui-même a un réel intérêt gustatif. C'est quand même bien bossé, c'est bien fait, quoi. C'est pas parce que c'est Havana Club que tout de suite faut le mettre dans la case, ouais, c'est Havana Club, donc ça va être de la merde. Ah non, mais c'est pas ce que je dis, je dis juste que malheureusement, c'est ce qu'ils nous ont montré eux, quoi. Ouais. Pour rebondir sur ce que t'as dit, Kevin, moi je trouve que leur image a pas mal subi de tout le merch qu'ils ont fait par rapport à leur marque, en fait. On les voyait partout, c'était dégoûtant. Bob Havana Club, Parasol Havana Club, ça fait vraiment les glaces Miko, tu vois. La comparaison extra, j'adore. Ah, je suis désolée, mais non. Mais c'est toujours le même problème entre t'as un produit, t'as un savoir-faire, t'as un terroir, et t'as un service marketing. Ouais. Qui est pas du tout en corrélation avec ce qu'il y a à l'intérieur. Après, ça reste Pernod Ricard, le Bob Ricard, c'est une institution, tu vois, ils ont voulu faire la même chose avec Havana Club. Et ils ont réussi à le faire quand ils ont introduit Havana Club sur le marché dans les années 96, je crois, 96, 97, quelque chose comme ça. Ils ont roulé sur... ils avaient pas de concurrence, et ils ont roulé sur les potentielles concurrences qu'ils allaient avoir à ce moment-là, quoi. Mais voilà, c'est intéressant de savoir que même d'un point de vue marketing, ils essayent plusieurs choses différentes, quoi. Bon, après Cuba, on repasse aux États-Unis avec Hudson Whisky, donc qui avait sorti il y a quelques années le whisky Baby Hudson, qui a lancé un nouveau whisky de seigle fini en fût de Calvados. Et cocorico, on a quand même de plus en plus de distillateurs français, et surtout de Calvados et de cognac et d'armagnac. Alors cognac c'était déjà présent avant, mais plus d'armagnac et de vin, qui envoient leur fût pour des maturations d'alcool à l'étranger, parce que ça devient hyper intéressant. Donc c'est vachement bien.
malheureusement, Hudson a arrêté la distribution de ses produits en Europe l'année dernière, donc on ne sait pas par quel biais ça pourra arriver en France à l'heure actuelle. Effectivement, il y a de plus en plus de finish et tout avec des fûts de Calvados notamment. Mais le Calvados en général fait un retour en force, je trouve. On s'y intéresse de fou. Il y a des choses très modernes qui arrivent sur le marché et on est en train de donner une identité forte comme on n'avait pas su le faire avant. Woodford Reserve donc, a révélé pour sa part une nouvelle édition limitée, un Blend Malt Cherry Cask Finish, donc un whisky de Malte affiné en fût de Cherry Oloroso et Amontillado. Ce qui est cool, c'est que le fût d'Amontillado, c'est un truc qu'on voyait pas énormément et on a de plus en plus pareil de petites distilleries qui s'intéressent à ce produit. Donc il y a un vin espagnol, il me semble, un vin. C'est une catégorie de sherry comme l'Oloroso pour moi. L'Amontillado, c'est un peu plus chargé en sucrosité que le Oloroso. Alors pour moi, t'as vraiment le Pedro Jiménez où c'est l'extrême. Le Oloroso, c'est le middle et l'Amontillado, ça se situe entre les deux. Mais le sherry, c'est un enfer. T'as tellement de sous-catégories, c'est impossible à apprendre. Faudrait quand même rassurer tout le monde. Moi, j'ai rien compris à ce qu'ils ont dit. Alors le sherry, le sherry, comme je dis souvent au magasin, et pour pareil, vulgariser un peu tout ça, c'est comme le Porto, mais version Espagne. C'est fait dans la région de Cadix, au sud-ouest de l'Espagne. Et en fait, c'est un vin muté. Alors c'est un vin un petit peu comme le Pinot des Charentes, on en parlait tout à l'heure. On prend un vin, on va venir stopper la fermentation alcoolique en début pour garder du sucre résiduel, le sucre qui n'a pas encore été mangé par les levures. L'alcool va tuer ces levures-là. On garde du sucre résiduel, c'est fortifié, donc de base c'était pour faire supporter aux boissons les voyages en bateau qui à l'époque duraient des mois et des mois. C'est comme ça que le Porto a été inventé, on sécurisait en fait les vins en ajoutant de l'alcool neutre dedans. Et donc en fait on va venir couper la fermentation alcoolique à différents moments. Soit au tout début on garde un max de sucre résiduel, soit au milieu les sucres ont été un petit peu consommés, il en reste un petit peu et donc un peu moins de sucre résiduel, ou alors on va quasiment jusqu'au bout de la fermentation alcoolique. Elle est incroyable, Marie. Ouais. Elle vient de nous faire un truc là. Tu sais que moi j'étais en train de me dire non, on picole et elle explique. C'est un bon concept, je vais faire ça. Non mais là, je vais t'appeler Encarta. Ouais. Oh, Adibou. Oh, j'étais toute petite les gars. Tu viens de faire un retour en arrière là, le flashback. Toi tu viens de rajeunir et nous on vient de vieillir. On va sortir de là, il va faire nuit, tu vas être en blouse de la rentrée totale. C'est ça, je vais l'enfer. Carrément. Elle va rentrer, elle va se faire un Nesquik avec des chocs à pic. Alors derrière on a Barbancourt, donc la première distillerie de rhum haïtien, donc on parle pas de clairin, on parle vraiment de rhum, qui a lancé sa nouvelle cuvée Volcanic Cane, une édition revisitée de sa réserve du domaine 15 ans. Ce rhum doublement distillé en colonne et vieilli pendant près de 15 ans en fût de cognac et qui a ensuite été affiné pendant 6 mois dans des fûts de whisky tourbé d'Ailey. Et alors je sais pas pour vous, mais alors moi toutes les finishes qu'il y a en ce moment en fût tourbé, ça me chauffe mais d'une force. Ça te chauffe dans quel sens ma biche? Alors ça me chauffe et le palais et gustativement, je sais pas pourquoi en ce moment il y a beaucoup genre ça t'excite ou ça t'énerve? J'arrive pas à comprendre. Non, ça m'excite. Ah, ça m'excite. OK. Tu vois par exemple, on parlait tout à l'heure des Calvados, Christian Drouin, il a sorti un finish en fût de Springbank, en fût de whisky tourbé. Calvados en fût de whisky tourbé, c'est une dingue. Ouais, ça doit, ouais. C'est tout le monde pourra pas se l'offrir parce que Christian Drouin fait des millésimés qui sont quand même dans un prix de vente qui est un petit peu plus élevé, mais parce que c'est toujours des finishes qui sont extrêmement sélectionnés. Mais alors c'est une dinguerie à boire. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Par contre, je sais pas, t'aurais une fourchette de prix en tête parce que le produit m'excite carrément, ce que tu viens de nous expliquer là. Sur le Calvados ou sur le Barbancourt là? Le Barbancourt, on va être quand même dans une centaine d'euros la bouteille. Ok, c'est pas inaccessible, hein. C'est un certain prix pour une bouteille, mais celui qui veut s'offrir et qui saura l'apprécier, je pense pas que ce soit un mauvais achat. Enfin moi ça me fait envie quoi. Bon, on va rester dans le rhum et on va parler de Planteret, donc Explantation qui a changé de nom, qui a dévoilé son rhum PXXO 20e anniversaire avec un finish en fût de Pedro Jiménez. Alain Gabriel, donc le propriétaire et le patron de chez Planteret, explique en fait qu'ils ont toujours été un peu dans l'innovation, d'essayer de nouvelles choses et que là du coup ils sortaient une nouvelle série limitée, vieillissement fût de Pedro Jiménez. Fût de Pedro Jiménez pour du rhum, ça s'est déjà vu. Pour moi c'est pas un truc qui est nouveau. L'appellation PXXO 20e anniversaire, ils peuvent pas donner des noms un peu plus simples à leurs produits sans déconner. Déjà moi je fais partie de la team de changement de nom de Plantation à Planteret, ça m'a fait chier.
Je comprends qu'ils voulaient attaquer le marché américain et qu'il fallait changer de nom parce que voilà. Ce sera intéressant de savoir dans quelques mois si c'était une bonne ou une mauvaise ou une mauvaise stratégie. Parce que les changements d'identité comme ça, ils peuvent perdre un bout de clientèle aussi. Hein. Carrément. Ah, je pense qu'ils ont perdu un bout de clientèle. Après, Plantation, ils se sont quand même recentrés sur la grande distribution et le gros volume. C'est quand même une marque maintenant qui est vraiment extrêmement connue. J'ai une petite pensée pour le domaine des hautes glaces qui a changé son format de bouteille et c'est devenu inaccessible. Y a pas que... Je suis désolé pour eux, mais là, c'est garder la vieille bouteille. Ah non, mais il y a pire que la bouteille. Je veux dire, la nouvelle bouteille, elle est magnifique. Mais les noms des bouteilles... Ah, mais tu sais plus ce que tu bois. J'en ai commandé l'autre jour pour un client. Impossible de me souvenir quelle était la série qu'il avait besoin, quoi. C'est quoi le format des noms déjà chez... Alors avant t'avais Tecton, Vulson, Oui, c'est ça. Sécal, etc. Et maintenant en fait c'est le nom des parcelles utilisées. Oh, enfer. C'est imbuvable. En sachant que la bouteille a augmenté de prix. Ouais. Et que t'es passé à 50 centilitres. C'est dommage parce qu'ils font des produits superbes et... C'est incroyable ce qu'ils font. Et puis les deux commerciaux pour la France sur Domaine des Hautes Glaces qu'on connaît très bien parce qu'on les a vus sur ils sont d'une gentillesse incroyable. Ils connaissent leurs produits comme pas possible. Et il y a un des deux commerciaux, il a fait ses stages de maître de chez Domaine des Hautes Glaces. Donc quand il te parle produit, tu peux être sûr que le mec, il sait vraiment de quel coteau, de quelle parcelle. Le produit est incroyable, la façon de faire est incroyable. Ils sont à des années-lumière de tout ce qui peut se faire, mais malheureusement ils sont montés à des tarifs qui deviennent élitistes et j'ai peur que de moins en moins de gens malheureusement consomment leurs produits du fait mais quoi que c'est même pas dit hein. Regarde, moi, un des derniers que j'ai acheté, c'était ça. Hein. Ouais. C'est la nouvelle gamme, hein. Mais ça me faisait plaisir. La pilule, elle va être difficile à avaler, mais que je pense pas qu'ils perdent de vente parce qu'ils ont quand même un truc sur le produit. Moi, je sais que j'ai du mal à les vendre au magasin. Ah ouais. Ah, c'est compliqué. C'était le cas avant ou pas? Non, c'est le cas parce qu'il me reste encore des bouteilles de cette époque-là. On n'a pas racheté depuis. Il doit sur, je sais pas moi, 4 références différentes. Il doit m'en rester 1, 2 de chaque, tu vois. Et compliqué parce que déjà, alors les gars, faut qu'on fasse un point. La notion de parcellaire sur les spiritueux, vous en pensez quoi? Moi, perso, ça me gave. Le Breuil qui sort, un single malt, orge, chevalier, je sais pas quoi. C'est quoi le délire? Moi, perso, ça m'énerve pas, mais ça me marque pas. C'est-à-dire qu'en fait, j'y apporte assez peu d'importance. Ouais. Je pense que le parcellaire doit être intimement lié au monovariétal. Parce que tu prends par exemple A1710 en Martinique ou La Favorite, leur parcellaire, c'est toujours du monovariétal. Et tu vois vraiment la diff entre une canne bleue, une canne rouge ou des choses comme ça. Ouais, je suis d'accord. Et dans les whiskies, par exemple, tu vas vraiment voir une diff au niveau du goût. Si t'es sur une céréale, par exemple en Golden Promise, qui est la céréale la plus chère pour faire du whisky, ou une céréale qui sert à faire un malt classique. Je pense malheureusement que c'est devenu aussi un bien de communication. Ouais. De dire que c'est du monoparcellaire et du monovariétal. Pour le coup, chez Domaine des Hautes Glaces, ça a un réel intérêt parce qu'il fait pas pousser les mêmes variétés de céréales par rapport au terrain, aux expositions, etc. D'accord. Mais il y a tellement d'informations de données qu'en fait tu t'y perds à l'intérieur. Si t'as pas le gars qui vient t'expliquer exactement au coteau, à l'exposition, au type de minéraux que t'as dans les sols, etc., c'est un truc de geek, hein, clairement. Vous enflammez pas les loulous parce que vous commencez à donner déjà des éléments de réponse du sujet d'aujourd'hui. Ah oui, c'est pas faux. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. Quand t'achètes une bouteille que tu comprends pas, mais que si quelqu'un est là peut-être pour t'en parler correctement, t'auras envie de la prendre cette bouteille. C'est clair. Bon, on va déjà commencer par finir sur les news. Bah tu vois, je parlais de rhum, donc on a BD Trésor, donc dernière distillerie qui a ouverte en Martinique. Alors distillerie, affineur, vieillisseur, plutôt que distillerie parce que eux ils distillent chez Saint-James. C'est pas Saint-James qui distille leurs produits. Alors ça c'est hyper intéressant chez BD Trésor. En fait il a un partenariat avec Saint-James. C'est une location de matériel un peu. Ouais c'est ça. Okay. En gros il s'intercale au moment des productions de Saint-James pour faire distiller sa propre canne à sucre. Parce que lui au départ il est agriculteur, producteur de canne à sucre pour toutes les grandes marques. Et là il a fait un truc qui est ultra cool, qui change vraiment de l'ordinaire où là il a sorti son premier rhum vieux brut vieilli en amphore. Et l'amphore, moi au départ, c'est Domaine des Hautes Glaces qui a commencé à faire ce truc-là. Moi, j'y croyais pas trop au départ parce que j'avais goûté les whiskies qui venaient du Tibet, qui sont vieillis en amphore, qui, alors pour le coup, n'achetez pas ça parce que pour le c'est dégueulasse. Voilà. On peut dire qu'il y a certains produits qui ont des intérêts gustatifs. Là, celui-là, il y en a pas. C'est un avis qui est totalement personnel, mais qui est rejoint par beaucoup de copains. Et donc, du coup, il a sorti son brut de colonne, donc 71 degrés 2. Et on sait que nous, on aime bien les bruts de colonne. Avec un petit vieillissement en amphore et c'est édité à 1000 exemplaires à peu près. Donc, il faut qu'on le goûte parce que pour le coup, le produit peut être vachement intéressant.
Moi, la carafe en céramique, ça me casse les couilles juste parce que j'aime bien voir dans la bouteille la couleur de mon produit. Toi, t'es pas team bouteille opaque, tu vois Non, pas qu'il y a à je l'intérieur. déteste ça. Ça fait partie de mon plaisir d'achat, je suis désolé. Et rappelle-moi les bouteilles de rhum que je t'ai vendues, qui viennent de chez Nectar, je crois qu'elles sont complètement opaques. Hein. Bon, écoute, t'es mon ami et tu m'as toujours été de bons conseils. Donc, je dis pas que c'est une règle que je respecte à tout prix. Simplement que dans mon plaisir d'achat, si je suis tout seul dans un magasin, il y a plus de chances que je me porte sur une bouteille transparente. C'est comme ça, j'ai pas... Oui, bah c'est un plaisir d'achat. Mais je comme ne un suis autre, hein. pas un vieux con qui change pas d'avis non plus. J'arrive à me faire convaincre. Non, t'es juste vieux. D'un point de vue technique, ce que l'amphore va apporter en termes d'osmose à l'eau de vie, je me pose la question, tu vois, parce que l'amphore, ça se fait. Alors déjà, depuis la nuit des temps, dans le monde du vin, les Romains, c'était les Dolia, les Géorgiens, c'était des Quevri, les Grecs, c'était des amphores, justement, en forêt. Ça avait un vrai impact sur le vin. C'est toujours super intéressant. Ça préserve la pureté du fruit, ça met en valeur la minéralité, surtout dans les cépages qui sont vraiment marqueurs de terroir et de millésime. Après, à voir avec le temps, parce que les amphores, c'est pas si vieux que ça qu'on commence à essayer de retrouver un peu l'intérêt. Faut goûter. Dans le monde des spies, j'ai jamais vu. Franchement, je suis super curieuse. Ouais. Bah, je te dis, n'achète pas de whisky qui vient C'est quoi, népalais? Du Ouais. whisky népalais. Ok. Sujet suivant, le couperet est tombé à peine quelques jours après la décision de l'Union européenne d'appliquer les surtaxes sur les voitures électriques importées de Chine. Les mesures de représailles de cette dernière ne font pas attendre. La Chine a ainsi annoncé ce mardi imposer aux importateurs de cognac et d'armagnac, entre autres, le début d'une caution auprès des douanes chinoises de 35% additionnels, et ce à compter de ce vendredi 11 octobre. Dans un communiqué, le BNIC, donc l'association représentant les producteurs de cognac, craint que cette mesure provisoire puisse devenir définitive dès la fin du mois. Elle invite par conséquent le gouvernement à intervenir rapidement afin de désamorcer la situation et éviter les conséquences catastrophiques pour la filière et ses régions. Pour faire un petit retour là-dessus, en gros, nous Français, pour préserver, on va dire, l'économie européenne, surtaxons à mort les batteries de voitures électriques qui viennent de Chine, pour faire monter le prix des véhicules qui viennent de Chine, parce que les véhicules électriques qui viennent de Chine sont vachement moins chers que ceux qu'on peut avoir en France ou en Allemagne, pour pas les citer. Que les Chinois, pas contents qu'on ait surtaxé leurs produits parce que capitalisme oblige, on dit vous nous augmentez le prix des bagnoles, et nous on va augmenter le prix du produit que vous exportez le plus vers la Chine, le cognac et l'armagnac. Mais on dit justement dans quel volume la Chine importait du cognac et de l'armagnac, parce que c'est des produits, j'imagine qu'on consomme beaucoup en France, et je serais pas surpris qu'ils en consomment même plus que nous. Alors pour rappel, en 2023, les exportations Asie ou États-Unis, on a le volume d'exportation mais on n'a pas trop la destination précise, les producteurs de cognac ont exporté 92% de leur production à l'export l'année dernière. Donc quand tu leur mets 30% de taxes douanières supplémentaires à l'export, je comprends qu'ils fassent la gueule. Après, C'est bien, c'est une belle stratégie de cours de récré. L'autre il m'a fait ça, alors je lui ai fait ça. ouais, le problème qu'il y a, c'est que des producteurs de cognac, t'as 90% de ta production qui part à l'export. Pourquoi tu te ferais chier à essayer de redévelopper le produit en France? Ce qui est quand même très injuste, c'est que des décisions politiques qui n'ont rien à voir avec les marchés, c'est-à-dire qu'on parle de voitures électriques et c'est les producteurs de cognac qui trinquent. C'est vrai que bien sûr. c'est complètement con, quoi. Ça n'a strictement rien à voir. Donc affaire à suivre, parce que ça dure depuis janvier. Acheter du cognac. Remettez-vous à boire du cognac et de l'armagnac, parce qu'on a quand même des vraies belles choses comme ça en France, et ça reste un produit terroir français, donc il faut quand même qu'on dynamise les filières nationales, faut pas déconner non plus. Ensuite on a en producteur français la Maison Bunel, donc qui est une distillerie au départ de Calvados, oui on reste en Normandie, c'est pas de notre faute, qui a sorti un nouveau whisky single malt distillé à partir d'orge normand, élevé 3 ans en fût de chêne, puis affiné quelques mois supplémentaires en fût de Calvados. Encore une fois, on reste normand. Et pour le coup, j'ai goûté, ils ont sorti une série limitée tourbée là sur le Whisky Live cette année. Bunel, il commence à sortir des trucs qui vont être vraiment super sympas dans les années à venir. De toute façon, il n'y a pas de secret, quand on voit les stocks qui sont en attente de vieillissement en France de whisky, le nombre de distilleries qui ont distillé du whisky sur les 3 à 5 dernières années, faut pas s'étonner que l'Écosse, ils font 30% de moins d'exportation au deuxième trimestre. C'est pas que on consomme moins, c'est qu'on nous, Français, on consomme plus français en fait, ce qui est aussi très bien. ouais, et je pense qu'effectivement il reste encore des belles choses, parce que quand tu regardes l'immobilisation de matières premières quand tu fais ce genre d'alcool, quand ça arrive sur le marché, tu sais, des fois les mecs ils ont pas trop communiqué ou machin et tout, ils arrivent avec le produit fini, j'imagine que ça se passe un peu comme ça, et du coup tu sais, des fois tu t'y attendais pas, quoi. Non, t'as eu plein de belles surprises comme ça qui sont arrivées sur le marché et que
personne n'aurait cru que ça allait fonctionner, quoi. Mais ouais, il y a encore de belles choses à découvrir, et je pense qu'il y a de plus en plus de belles choses à découvrir sur notre propre territoire, de toute manière. Alors à suivre, on a Elixir Distiller qui a annoncé le lancement d'un nouveau rhum Black Tot, Historic Solera Rhum. Il s'agit d'un assemblage de rhum, alors tenez-vous bien, Guyane, Barbade, Jamaïque, vieilli jusqu'à 2 ans dans des fûts de premier remplissage d'Oloroso et de Pedro Jiménez, avant de passer par un système Solera à 3 niveaux. Alors j'adore les nouveaux produits, j'adore les nouvelles techniques, mais alors à un moment faut arrêter les conneries, quoi. Je veux dire, t'es sur un assemblage de 3 rhums de destinations différentes, plus un pré-vieillissement, plus un finish. Est-ce qu'on appellera pas ça des fois un peu de la branlette? Non, j'en sais rien, et très honnêtement, je pense que j'ai pas le palais pour apprécier toutes ces subtilités. Donc je pense que vraiment ce genre de produit, ça a l'air super, hein, mais je pense qu'on s'adresse vraiment à une clientèle très expérimentée, parce que peut-être tu sauras l'apprécier, mais tu sauras peut-être pas en déceler chaque recoin aromatique. Possible, tu peux pas. Très content de cette expression, les recoins aromatiques. Ah, ça c'est une... Tu l'as ou pas l'image? Ouais, Le tout à recoin fait. Elle est pas aromatique, mal. je l'ai, là. Je l'ai, tu vois. Ça y est, je donne des cours. Port Charlotte a dévoilé une nouvelle expression dans sa série Cask Exploration SYC 2.01 2013, un single malt de 2013, vieilli dans des fûts de Bourbon avant d'être affiné dans des fûts de Syrah du nord de la vallée du Rhône. Alors comme on disait tout à l'heure, putain, il faut qu'ils arrêtent avec les noms à la con, sans déconner. Bah, pour Charlotte, ils aiment bien ça. Les initiales, personne s'en rappelle. MRC, ORC. Wow. Oui, mais ça casse les couilles, C'est imbuvable, quoi. Tu t'as bu une bonne bouteille, t'y vas, et ton caviste il est perdu, t'es là, mais si, c'est un Port Charlotte, la bouteille elle est comme ci, elle est comme ça. Quand t'as un nom, c'est quand même plus simple, quoi. Alors vu à quel prix ça sort, je pense que tu t'en souviens du nom. Ouais, c'est pas fou. Bah moi dans ces cas-là, je me souviens du prix. Ouais, ou tu te souviens du prix, ouais. Mais si, elle était à 279 €. Moi, la dernière fois, j'ai dit à un fournisseur, je lui ai dit, mais vous pouvez pas faire comme dans les restaurants chinois, appeler ça menu A, menu B et menu C, ce sera carrément plus simple, quoi. Tu tiens peut-être un truc, Thomas. Ah ouais, on tient un concept. Et alors ça promet d'être très bon. Moi, je suis une amoureuse finie du Port Charlotte. C'est rigolo ce que je pense que le premier whisky que j'ai bu de ma vie, c'était le célèbre Bunnahabhain Toykada. C'est le premier que j'ai bu. Donc t'es en train de dire que même le premier whisky que t'as bu, t'avais déjà des goûts de luxe, en fait. Ouais, un peu. Et non, Bunna, c'est mon premier amour, vraiment. J'ai bu en fait un Port Charlotte. Alors il me semble que c'était le OLC 2010 que j'ai bu après. En fait, je suis tombée amoureuse de la tourbe avant de tomber amoureuse du monde du spiritueux en général. Donc ça, avec des Syrah de la Rhône septentrionale, ça va être fou malade. Eh ben, on va parler d'un truc un peu plus classique. Du coup, en parlant de whisky, on va aller chez Jameson, qui a annoncé le lancement à venir. C'est pas encore fait. Du triple Chestnut Edition, un whisky irlandais triplement distillé puis vieilli dans des fûts de Bourbon, Cherry Oloroso et châtaignier. Alors le châtaignier, je sais pas qui a eu l'idée. Ça peut être cool, mais c'est la première fois que je vois ça. C'est rare, hein. On en voit un petit peu dans le monde du vin. Mais le châtaignier, ça doit coûter encore plus cher que le chêne, hein. D'un point de vue tonnellerie, ça doit être un délire, je pense. Je sais pas qui fait leur tonneau. Bah c'est pareil, châtaignier, du coup, ça doit être du fût français. Ouais, c'est dur à dire. Ouais, c'est possible, hein. Bah alors, quid de savoir s'il sera vendu en cave, en grande distribution ou autre, ça, on peut pas savoir encore ce que ça va faire, quoi. Allez, on passe au sujet du jour. L'alcool, c'est pas cool. Sujet du jour aujourd'hui. Alors, Olivier Duvert a partagé une mise à jour de son classement des meilleures ventes en valeur dans les réseaux grande distribution. C'est Cristalline avec son pack 6 bouteilles d'1,5 litre qui occupe encore la première position avec 224 millions de chiffre d'affaires devant l'incontournable litre de Ricard qui est à 215 millions, donc vraiment juste derrière. Est-ce que je peux te couper, Thomas? J'ai une question. Parce que je vois que la Cristalline est en première position, ce qui me rassure quand même plutôt. Je vois que le Ricard est en deuxième position. Oui, Donc ça veut dire qu'on vend plus de Ricard que de Coca-Cola. tout à fait. Ok, ça c'est ma première question. Alors, en valeur. Ma deuxième... En valeur. En valeur, d'accord. Ma deuxième question, c'est est-ce que du coup les deux premières meilleures ventes sont étroitement liées ou pas du tout? Eh ben alors tu sais que c'est une question que je me suis posée. Tu sais, je pensais que c'était le syndrome du hot dog. Tu sais, où on vend les hot dogs les saucisses à hot dog par 6 et les pains à hot dog par 4, donc qui est un vrai truc commercial, en disant comme il te reste toujours des saucisses à hot dog, t'es obligé de racheter du pain. Oh putain, on a le même problème avec la raclette. Quand t'as C'est plus, ce que j'allais quand dire. t'as plus de fromage, les maîtresses du... Et après, je me suis dit que, en fait, quand tu te sers un Ricard, au pire, il y a toujours l'eau du robinet, donc je ne pense pas que ce soit étroitement lié entre les deux. Et ensuite, on aura deux marques de whisky, donc qui sont également dans le top 15, à savoir la 70 centilitres et le litre de William Peel, respectivement à la 10e et 11e place, et le litre de Ballantine's qui est à la 14e place.
Quand t'as dit William Peel, mec, j'ai eu des aigreurs dans l'estomac. C'est bizarre, ça fait ça à beaucoup de gens. Des C'est souvenirs de incroyable. sortie de Ça boîte. m'a retourné le bide des millions de fois. Rien qu'en parler, je me sens pas bien. Bah tu sais, en plus, ces produits-là, c'est des produits qu'on retrouve systématiquement dans nos casis ou chez nous. Et du coup, ça donne le sujet du jour aujourd'hui, à savoir que ces produits-là que tu as en grande distribution, que tout le monde connaît, que tout le monde a, finalement, on les a chez nous parce que c'est des produits que tu achètes facilement en grande distribution et qui sont à des prix, on va pas se le cacher, les plus abordables de la Terre, ou c'est parce que on a aussi la flemme d'aller chez les cavistes ou tu vois, moi je pense que c'est un sujet qui est vraiment intéressant, à savoir le combat ancestral entre d'un côté la grande distribution et de l'autre côté les réseaux de cavistes. Et je voulais qu'on échange du coup là-dessus aujourd'hui parce que ça a un réel intérêt et il y a une réelle approche différente que tu vas avoir entre les spiritueux qu'on va avoir en grande distribution et les spiritueux qu'on va retrouver plus chez les cavistes. Ouais, t'as commencé déjà dans ta question à donner des éléments de réponse, puisqu'ils vont pas avoir le même assortiment, par exemple. Si on fait un truc très simple qu'on apprend tous, c'est-à-dire qu'en grande distribution, à partir du principe que les whisky, les vodkas et les rums les plus accessibles vont représenter 80% de leur gamme, ils vont avoir peut-être 20% de produits plus haut de gamme, plus qualitatifs, un petit peu plus exclusifs. Qu'ils n'ont pas le droit d'avoir. Ou qui éventuellement Là, ils c'est n'ont la pas le droit caviste d'avoir. qui parle. Mais dans tous les cas, ils ont quand même une gamme un petit peu plus premium. Chez le caviste, on va sûrement avoir l'inverse, c'est-à-dire qu'il va avoir 20% de produits plutôt très accessibles. Je stigmatise un peu, c'est pour faire un résumé. En tout cas, il y a peu de chance, peu d'intérêt d'y trouver un Havana Club ou une vodka Smirnoff. En revanche, il va avoir, j'espère en tout cas, beaucoup plus de choix sur des produits plus premium, avec peut-être des exclusivités, des éditions limitées, etc. Et donc, effectivement, en fonction de l'établissement dans lequel tu vas sûrement pas aller chercher la même bouteille. Néanmoins, rien ne t'empêche, si tu connais un peu, de temps en temps d'acheter une bouteille plutôt sympa dans une grande distribution. C'est pas interdit non plus. Mais globalement, le réflexe, j'imagine que c'est quand même plutôt d'aller voir son caviste pour avoir le bon conseil qui va. Quand on met 90, 100, 150 euros dans une bouteille, t'as envie de savoir ce que t'achètes. Et t'as ce côté conseil quand même qui vient en plus. Mais tu peux acheter les deux types de bouteilles dans les deux types de magasins, quoi. Tu vois, moi je pense que là, on parle beaucoup de la grande distribution en disant que c'est le diable, c'est le mal absolu, tu vois, ce genre de choses. Faut quand même pas oublier que la grande distribution a permis aussi à beaucoup de marques de toucher beaucoup plus de gens, dans le sens où la grande distribution, ça fait aussi beaucoup plus de passages que chez les cavistes, et que tu prends des marques, je prends toujours la même marque en exemple, tu prends Diplomatico, quand ça arrivait sur le marché, au départ, c'était anecdotique et c'était chez les cavistes. Quand ils sont arrivés en grande distribution, ils ont roulé sur tout le monde, et depuis maintenant, c'est un produit que tout le monde connaît, tout le monde apprécie. Donc je pense, si tu veux, que la grande distribution a quand même son rôle à jouer dans la présence commerciale des marques. Malheureusement, d'un autre côté, le principe de fonctionnement de la grande distribution, ne pas avoir de personnes dans les rayons pour t'expliquer ce que t'achètes, fait que quand tu vas en grande distribution, la majorité des gens achètent ce qu'ils connaissent, et malheureusement c'est Clan Campbell, c'est William Lawson, c'est Ricard, parce que Ricard a beau être un emblème national, on va pas se cacher que c'est pas non plus la meilleure anisette de la Terre non plus, ça, c'est clair et net, voire c'est peut-être celle où t'as le plus de produits chimiques à l'intérieur. Mais la grande distribution a son rôle à jouer qu'on peut pas négliger à l'intérieur, et surtout pour des petits budgets. Et c'est là aussi que moi, d'un autre côté, je tape un peu sur les cavistes, où quand t'as un produit qui est pas cher, qui est facile d'accès, tu vas pas le retrouver chez ton caviste au coin de la rue, alors que si c'est un produit qui est aimé par les clients, pourquoi est-ce qu'il se retrouverait pas chez un professionnel de vente des spiritueux? Du coup, ça veut dire que le caviste devient élitiste d'une certaine manière, quoi. C'est pas élitiste, parce que je suis plutôt moyennement d'accord avec ce que tu viens de dire. Tu peux aller chez ton caviste, admettons, je sais pas, t'achètes une bouteille, je sais pas, milieu de gamme à 20 balles de whisky dans ton supermarché. Tu peux complètement aller chez ton caviste et lui expliquer que t'as envie de t'offrir une belle bouteille, ou que t'as des invités au machin, que t'as potentiellement un budget un peu restreint. N'importe quel bon caviste sera tout à fait capable de l'entendre, mais t'as quand même fait une belle démarche. Il y a de fortes chances qu'il puisse te trouver quand même dans son assortiment une belle bouteille qui sera différente de celle que tu prends d'habitude. Simplement, peut-être que c'est une marque moins connue, qui essaye d'intégrer le marché, etc., ou qui a pas le fameux label, le coup de tampon et machin et tout. Et tu peux partir avec une bouteille différente, potentiellement meilleure, à un prix qui, somme toute, peut être très très contenu. Donc c'est surtout un réflexe de consommation. Et qu'est-ce que je vais chercher? Je pense que dans
toutes les réponses que tu as données, il y a aussi un facteur, c'est pour consommer quand. Si tu as l'habitude de boire ton apéro avec ta femme, machin, devant la télé vendredi soir, peut-être que tu as ton petit whisky attitré que t'aimes bien, qui paye pas de mine, mais tu l'achètes pas trop cher, tu sais l'apprécier. Et de temps en temps, pour offrir ou pour toi-même, tu as envie de te faire un beau cadeau et tu vas faire la démarche d'aller chercher, et pour le coup, avec un bon conseil pour être sûr de pas te louper sur ton achat un petit peu plus onéreux, une bouteille chez un caviste. Je pense qu'on achète tous de l'alcool dans les deux types de magasins, avec des proportions différentes bien sûr, mais qu'on va surtout y chercher des choses très différentes. Tu peux repartir avec la même bouteille, mais tu l'auras pas acheté de la même façon. Je peux rebondir sur plein de trucs. Vous avez énoncé plein de choses, les gars. Moi, il faut savoir que je travaille en cave depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Je vais être tout à fait honnête avec tout le monde. La seule boisson alcoolisée que j'achète en grande surface, franchement, je ne m'en rappelle pas si c'est arrivé dans les 4 années qui viennent de passer. Le seul truc que j'achète en grande surface, pardon, je me répète, c'est en fait un pack de binge, quoi. Un pack de pelle forte, parce qu'on crache jamais sur une pelle forte. Putain, il me dit ça à moi. Je me sens pas bien, mec. Non, franchement, moi, je crache jamais sur un pack de pelle forte, parce que de temps en temps, ou un pack de goudal, parce que voilà, de temps en temps, quand on a 5-6 copains à la maison, et avoir que de la craft d'un point de vue budget, c'est compliqué. Mais par contre, ça me viendrait jamais à l'esprit d'acheter une bouteille de spi en grande surface, parce que comme tu viens de le dire, nous en cave, en tout cas c'est le cas dans le magasin dans lequel je travaille, on a des bouteilles de whisky à moins de 30 €. On n'en a pas beaucoup, mais on en a. On a peut-être 2 tourbés et 3 non tourbés à moins de 30 balles. Et ouais, je pense que t'as raison là-dessus. Il y a, moi, c'est ce que j'essaye un peu de faire comprendre, c'est que, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, on n'achète pas les bouteilles pour les mêmes moments. Mais une personne qui achète son whisky pour son petit whisky du soir à moins de 30 balles, tu te dis, bah ouais, si je veux un whisky à moins de 30 balles, je vais aller en grande surface. En fait, il y a un faux problème, parce que tu peux aller chez un caviste pour trouver des bouteilles à moins de 30 balles. Et c'est ça, en fait, où moi, ce qui m'énerve un petit peu, c'est que, du coup, dans la majorité des têtes des gens, quand ils vont chez le caviste, ils vont aller chercher un produit d'exception, parce qu'ils vont avoir le conseil, etc. Qui est un faux problème, parce que tu peux avoir des spiritueux dans la même gamme de prix que ce que tu trouves en grande surface chez un caviste. Je suis entièrement d'accord avec vous deux. Et c'est aussi ce que je disais. On parle d'un sujet, forcément, on a tous un regard qui est un petit peu biaisé par nos activités respectives. On essaye d'avoir un côté un peu objectif et du coup de prendre un peu de recul sur les choses, mais bien sûr que nos habitudes de consommation à tous les trois potentiellement sont déjà différentes de peut-être celles et ceux qui nous écoutent en ce moment. Ouais. Moi le seul truc, tu vois, qui me fait vriller avec la grande distribution, c'est que moi, par l'activité de vente de spiritueux, de mes propres embouteillages, etc., j'ai été confronté à la grande distribution parce que j'ai eu des demandes. Et en fait, moi, ce que je ne supporte pas avec la grande distribution, c'est que eux sont dans une mécanique tarifaire. Ça veut dire que de toute manière, tu pourras être le meilleur produit de la terre, si ils arrivent pas à te saigner à blanc pour gagner la marge qu'ils ont besoin de gagner, ils ne prendront pas tes produits. Sachant qu'en plus, quand tu veux rentrer en grande surface, tu dois leur assurer des volumes qui sont stratosphériques. Donc quand tu es un petit producteur, tu peux pas. Clairement, tu peux pas. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que tu payes pour être en grande surface. Alors, c'est pas toujours vrai, mais potentiellement certaines enseignes travaillent comme ça. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que moi j'avais aussi pris des notes par rapport à ce sujet-là, qui est un vrai sujet. Il suffit tu payes pas quand t'es Coca-Cola, mais quand t'es petit producteur. Oui, non, mais il y a ça qui impacte déjà la marge d'un petit producteur. Potentiellement, on sait que son produit déjà à fabriquer, ça lui coûte plus cher, que peut-être il se rémunère pas ou mal sur son activité, et en plus de ça, il va vouloir intégrer un groupe un petit peu plus important pour faire plus de débit et potentiellement mieux se payer. La première chose qu'on lui demande à faire, c'est de baisser son prix de vente. Il gagne déjà moins que n'importe quel autre grand distillateur dessus, donc on lui demande de faire un sacrifice supplémentaire. C'est pour ça que potentiellement vous les trouvez pas dans ces grandes surfaces, ou alors si jamais vous les trouvez, s'il vous plaît, faites l'effort d'aller les acheter ailleurs, ou peut-être ils seront mieux rémunérés. J'ai rien contre la grande distribution, et j'ai rien contre le fait que certaines distilleries ou distilleries artisanales y rentrent, grand bien leur face s'ils y trouvent leur compte, mais malheureusement le monde de la grande distribution, c'est un monde de requins. Ils bataillent sur les prix uniquement, très très peu sur la qualité des produits, quand bien même ils essayent de nous faire croire autre chose depuis quelques années. Et donc en fait, je pense même, j'irai plus loin, c'est la grande distribution a fini par mal habituer les consommateurs. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on estime que le prix moyen d'une bouteille de whisky, ça va être tant, alors que potentiellement, c'est pas le cas.
C'est-à-dire qu'en fait, ils ont des principes d'achat de volume, ils ont des principes de remise, etc. Ils vendent tellement de volume qu'ils peuvent appliquer des marges extrêmement faibles. Et le vrai prix du produit devrait déjà ne pas être celui-ci, quoi. Et c'est valable tout le temps. Tu vas dans le prêt-à-porter, par exemple, t'as 2 mois dans l'année où c'est les soldes. Avant, c'est les ventes privées. Après, c'est les fins de série. Dans l'année, t'as les promos pulls, t'as la promo ligne. En fait, finalement, t'achètes jamais ton produit au prix. T'as toujours un truc dessus, quoi. Et c'est pas le cas chez les cavistes qui, eux, négocient pas ou très peu les prix des professionnels. Ils connaissent très bien aussi les contraintes, c'est pour ça qu'ils le font pas d'ailleurs. Et donc à la fin, l'artisan ou le producteur, il est mieux rémunéré, quoi. Alors, j'ai un petit parallèle à faire, un truc qui me rend ouf, mais à chaque fois que je vais faire les courses. Je suis quelqu'un qui boit un peu de lait, tu vois, ça m'arrive. Moi, j'achète que du lait entier parce que, quitte à boire du lait, autant boire le lait plus proche que ce qu'il est censé être. Pourquoi t'as du Valco, t'as du machin mes couilles, t'as du Lactel mes couilles, et t'as pas une fucking bouteille de lait de la vache que t'as croisée là en bagnole en venant dans ton Super U. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est un truc qui me rend fou. Et c'est pareil pour tous les producteurs locaux. C'est exactement pareil. T'en as pas. Tu dois aller sur place. Donc, en fait, il faudrait trouver un juste milieu avec le producteur local qui accepte d'être en grande surface. Mais il faut que les grandes surfaces acceptent un prix décent et un prix d'achat décent. C'est un parallèle que j'avais envie de faire parce que si tu veux t'acheter du vrai lait, t'es obligé d'aller chez le producteur. Ça rend ouf. Mais c'est le problème dont on parle là sur les spiritueux, il est valable sur absolument tous les produits. Surtout. Ouais. J'ai fait le parallèle, moi, il y a une quinzaine de jours. Je suis quelqu'un qui ne met pas les pieds en grande surface. Je n'aime pas ça, tu vois. Alors c'est pas bien, mais moi je suis un fanat du drive. Je commande mes produits, je vais les chercher, je rentre chez moi. Et je vais en grande surface l'autre jour et je vais quand même au rayon alcool parce que je vais quand même me renseigner sur ce qui est vendu en grande surface. Et là, je me pose devant le rayon whisky et je regarde et je me dis putain, il y a au moins une trentaine de marques de whisky différentes. Et sur la trentaine de marques de whisky différents, là, pour le coup, je sais qui fait quoi. Donc, t'avais 8-9 producteurs qui faisaient une trentaine de marques différentes. Et je pense qu'il y a un réel problème en grande surface où ils créent de la multitude de produits en mettant des prix différents, alors que dans 2 bouteilles, l'une à côté de l'autre, c'est le même jus que t'as à l'intérieur. Ouais, bien sûr. Donc, j'appelle ça un nivellement par le bas, parce que forcément, quand t'es consommateur, qu'est-ce que tu vas faire entre alors on va donner des noms, ça va pas faire plaisir, mais entre un William Peel, un Clan Campbell et un whisky canadien, tu vois, entrée de gamme, etc., et des produits qui vont être plus chers derrière, qu'est-ce que va faire le client lambda pour son petit plaisir du week-end ou pour la bouteille qu'il va acheter pour des potes? À un moment, il va aller au moins cher parce qu'on est tous dans la même situation. Et on fait malheureusement un nivellement vers le bas au niveau de la qualité parce que les grandes surfaces veulent toujours tirer les tarifs, parce que le distillateur, il est pas con, hein. À un moment, quand on lui demande de tirer ses prix, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire ok, je vais te le vendre le moins cher. Par contre, la qualité que je vais te donner, c'est pas la qualité que moi je vends sous mon appellation et sous mon nom à moi, hein. Parce qu'à un moment, il faut bien qu'il gagne sa vie et qu'il ait à bouffer aussi à la fin du mois. Donc, il va diminuer sa qualité pour que la grande surface ait l'impression de faire un gain à la marge, sauf que celui qui va se faire baiser au bout du compte, c'est le client final, parce que ce qu'il va avoir dans son verre, c'est de la merde. Mais t'as abordé 2 sujets là, t'as abordé tout le process d'achat d'un produit dans une grande surface, et ça, nous on l'a vu, j'ai fait des études post-bac sur tout autant de sujets intéressants que cela, et en l'occurrence, les analyses qui sont faites, je veux dire, aujourd'hui, dans un magasin comme une grande surface, tu n'as absolument rien qui n'est laissé au hasard pour que tu puisses être sûr de repartir avec quelque chose. Donc après, les couleurs, les têtes de gondole, les positionnements, qu'est-ce que je mets en haut, qu'est-ce que je mets en bas. Aujourd'hui, faudrait faire des années d'études pour expliquer tous ces mécanismes qu'ils ont mis eux-mêmes des dizaines d'années à analyser et à déployer. Aujourd'hui, dans un rayon d'alcool, la stratégie, si tu prends la bouteille de Clan Campbell, c'est parce que eux, ils ont décidé que tu prendrais cette bouteille-là. Ils ont tout fait pour que tu prennes cette bouteille-là. Et en vrai, même quand tu le sais, tu te fais quand même niquer. Le système, il est fou, il est incroyable. Sauf que tu vois, d'un autre côté, je reprends encore le cas de moi, nous qui commençons à vendre des spiritueux en série limitée, en petite édition comme ça, quand tu vas voir des cavistes ou autres, malheureusement, parce que ça c'est un problème aussi qu'on a de l'autre côté. Alors, chez les cavistes, je m'entends bien, que je ne parle pas de petits cavistes indépendants. Là, je vais parler des chaînes de cavistes. Parce qu'il faut bien faire une différence entre le petit caviste indépendant qui va faire ses achats et des chaînes de cavistes comme les VNB,
comme les caves à vin, comme les comptoirs irlandais, qui eux, ils ont tellement de magasins qu'ils sont obligés d'avoir un service d'achat et un process d'achat beaucoup plus important que le petit caviste qui va goûter son produit, qui va dire ah c'est super cool, vas-y moi je veux le vendre à mes clients. Ils ont fait un choix à un moment donné d'ouvrir une franchise, ils ont des règles à respecter, soit, mais à côté de ça, ils essaient quand même de défendre des beaux produits, de rentrer des choses locales, artisanales. Ils ont quand même cette marge et qu'ils utilisent, tout à fait. Qui fait partie du logiciel de commande qu'ils ont à disposition. Tu vois, je te donne un exemple très con. En ce moment, malheureusement, t'envoies un message sur le mail du service achat de VNB, tu as un message automatique et comme moi je suis un putain de stalker, tu vois, j'envoie des mails toutes les semaines et j'ai le même message automatique toutes les semaines. Donc à un moment, c'est que le message il doit être un peu obligatoire, parce qu'au bout de 6 mois, qui te dit nous allons vous répondre sous 3 mois si votre produit nous intéresse ou pas. Mais là, ça veut dire que t'es tombé sur la plateforme nationale. Je pense que si tu vas voir le gars en direct, tu décroches un rendez-vous, tu prends un café et tu discutes, quoi. Bah, le problème, c'est que le gars en direct, je prends l'exemple des VNB et des comptoirs irlandais parce que ils ont non, parce que Cave à Vin, ça a été le même système. Ils te disent malheureusement que tu dois réussir à avoir ton code d'achat qui est ouvert sur leur logiciel pour qu'ils puissent commander tes produits. Donc, le mec que tu as en face de toi peut trouver ton produit génial, il peut le remonter au-dessus, tu vois, au national pour dire moi je veux rentrer ce produit-là. Sauf que si t'as pas la personne en haut aux achats qui dit ok, on y va, on ouvre le code, bah t'es baisé, ils peuvent pas te prendre les produits. Oui, non, mais t'as en partie raison, mais ça dépend vraiment du fonctionnement de l'enseigne. Elles sont pas toutes à la même enseigne. Non, parce que comme toi, Marie, toi tu bosses chez un caviste indépendant qui lui a réellement le choix absolu de ce qu'il va commander. Et je voulais revenir juste sur un truc avec la grande distribution par rapport à ça. Nous, on est vraiment, moi je suis vraiment sur une marque émergente, c'est-à-dire que je suis pas connu du tout. Moi, je n'existe pas. Moi, dans le monde complet, je n'existe pas. Bah, tu vas tomber sur des cavistes qui, bah, comme c'est leur argent, tu vois, c'est eux qui font les achats, vont te dire, et ils ont bien raison de te le dire, oui, mais tu n'es pas connu. Et là, t'arrives dans un moment où c'est le chat qui se mord la queue, où tu dis, bah, je fais quoi? Johnny Hallyday, à son premier album, il était pas connu, hein. Ouais, voilà. Mais est-ce que, à un moment, tu mets le doigt dans l'engrenage à te dire, bah, je vais aller sur des grandes plateformes de distribution, etc., pour être connu? Auquel cas, tu vas te faire saigner à blanc. Et parce que tu es rentré dans la grande distribution, les cavistes indépendants vont plus vouloir te rentrer parce que tu es en grande distribution, ce qui est compréhensible. Moi, je pense, tu vois, j'entends tout à fait ce que tu dis. Je pense quand même que un caviste indépendant, après tu m'arrêteras Marie si je me trompe, mais c'est justement son boulot que de réussir à dénicher les petites pépites, ce qu'il va pouvoir proposer à ses clients à un certain prix. Et il aura fait lui-même la dégustation, il aura choisi ce produit-là parce qu'il y croit, parce qu'il sait que c'est bon. Et à ce moment-là, l'étiquette, on s'en bat les steaks. C'est le caviste qui va savoir diriger son client. Ça, c'est le produit qu'il te faut, tu sauras l'apprécier, t'as le palais pour. Exactement. Que ce soit connu ou pas connu, justement, c'est notre rôle de conseil. C'est ça que les gens viennent chercher. C'est pour ça que je voulais bien faire la distinction entre grande surface, caviste d'enseigne nationale et caviste indépendant, parce qu'ils ont pas le même, tu vois, ils ont pas le même rayon d'action entre les deux, quoi. Alors, je pense que je peux être un peu porte-parole là dans ce podcast sur les cavistes indépendants. Nous, on est un tout petit magasin, donc on est vraiment une toute petite boutique. Et nous, on est vraiment une toute petite entité. On a quand même beaucoup de références, hein. On a plus de 1300 références, tout confondu. On a beaucoup de choses. On a peut-être 200 whisky, 150 rhum, quelque chose comme ça. J'ai plus les chiffres en tête. L'inventaire commence à dater. Mais nous, en fait, notre rôle, quand t'as quelqu'un qui passe la porte, que ça soit un putain de geek, le mec il sait très bien ce qu'il veut, il sait de quoi il parle, ou Marie-Christine qui n'y connaît rien et qui a juste besoin de la bouteille parce qu'elle reçoit des amis ce soir, tu vois, nous, en tout cas moi, je vais avoir le même mécanisme de vente. Bonjour madame, est-ce que je peux vous renseigner ou alors est-ce que je vous laisse faire un tour? Non, renseignez-moi, j'y connais rien. Très souvent c'est ça. D'accord, de quoi avez-vous besoin? Bon bah on mange ça ce soir, j'aurais bien aimé ça pour accompagner. Ok, et après tu poursuis l'interrogatoire. Quel est votre budget? Quel est le style de vin que vous voulez? Avec des mots, un vocabulaire que la personne va comprendre. Pas un vocabulaire hyper pointu. La personne, elle va se sentir intimidée face à, tu le disais Thomas, l'expertise du caviste. Nous, on est toute la journée dedans, donc les mots spécialisés, on les sort, c'est normal. C'est très important ce que tu dis parce que je pense qu'il y a plein de gens qui n'osent pas des fois rentrer dans une boutique spécialisée, de peur de passer pour des gens qui ne connaissent pas. Ouais. Et justement, c'est pas grave de pas savoir. La seule chose, c'est qu'il faut l'assumer. Exactement. C'est pas une erreur de pas savoir, mais justement,
rapprochez-vous des personnes qui savent et qui sauront vous conseiller quel vin ou quel spiritueux prendre pour accompagner tel ou tel produit. Exactement. Et faut pas, y a pas de problème avec ça. Nous, avant de savoir, on savait pas. Donc c'est comme ça qu'on apprend. C'est pas parce que tu vas dans une enseigne spécialisée, donc des cavistes indépendants, que tu vas payer tes produits forcément plus cher que la grande surface. Non, comme on disait tout à l'heure, au contraire. Tu peux même des fois trouver des produits moins chers. Oui. Ça arrive très fréquemment. Des produits au même prix, mais au moins un petit peu plus, avec un peu plus d'identité, un petit peu plus engagé en termes d'aromatiques, de qualité. Et non, effectivement, le facteur prix aujourd'hui, enfin, je pense qu'il n'y a pas de nécessité à faire un gros paragraphe dessus, puisque c'est un faux débat. À moins de tomber sur un caviste vraiment qui fait que des produits ultra premium, chez n'importe quel caviste du bout de la rue, vous allez avoir de bons conseils et vous achèterez une bouteille au même prix qu'ailleurs. Simplement, vous aurez la bonne bouteille. Alors que si vous êtes dans une grande surface en ayant l'impression de faire une bonne affaire, bah, ce sera peut-être pas une bonne affaire si vous avez dépensé le même budget, mais que quand vous rentrez, vous êtes déçu parce que vous avez acheté. Moi, c'est ce que j'adore faire. Quand un client veut un whisky, je lui demande s'il veut un tourbé ou un non tourbé. C'est quoi la différence? Bonjour, je veux un single malt. C'est ça. Pourquoi, monsieur? La plupart du temps, les gens savent même pas ce que signifie vraiment la dénomination single malt. Ça, c'est rigolo. Mais tourbé, non tourbé, les gens souvent connaissent pas la différence. Donc j'explique, la tourbe, c'est de la terre fossilisée qui se consume en faisant une grosse fumée épaisse comme le tabac et qui imprègne la céréale de cet arôme. Tu vois, t'expliques les choses de manière hyper simple. Moi, j'aime bien, je dessine à mes heures perdues le dimanche après-midi devant des films de merde. J'ai dessiné une carte de l'Écosse avec des petits points, avec tous les noms des distilleries, avec le nom des sous-régions. Et quand je vends un Speyside, je dis, écoutez, regardez, les Speyside, c'est là, dans les Highlands, et c'est le berceau du whisky en Écosse. Et les gens comprennent en fait, et comprennent que Glenlivet, c'est juste à côté, pas très très loin en tout cas, de Tomatine, de Dalwhinnie, de Elgin, de Glen Elgin, pardon. Les gens comprennent et en fait, moi, j'adore fidéliser la clientèle en leur apprenant des choses. Ah ouais, quand j'ai été voir Marie la dernière fois, j'ai appris que ça. Ah ouais, attends, elle va me vendre un truc qui vient de peut-être un peu plus au nord, peut-être que ça me plaira plus ou moins, on s'en fout. J'aime bien expliquer aux gens qui comprennent ce qu'ils achètent. Une autre chose aussi que t'as pas dite, et on le retrouve dans de plus en plus de caves, et c'est une très bonne chose, c'est que dans une grande surface, il y a peu de chances que vous puissiez déguster le produit. Il y a beaucoup de caves maintenant qui ont des échantillonnages de beaucoup de bouteilles, si ce n'est toutes, et vous pouvez éventuellement partir avec une bouteille en ayant déjà goûté le produit, donc vous avez l'assurance que ce que vous allez déguster le soir chez vous en bonne compagnie, c'est exactement ce que vous aviez envie de boire. Et ça, c'est quand même important parce que c'est très très rare en grande surface que ça existe, à moins s'il y a une mise en avant sur un week-end avec un mec qu'ils ont embauché pour le week-end qui connaît rien, il va juste vous faire goûter le produit. Goûtera jamais un Glenmorangie chez Leclerc. Il y a peu de chance. Ça, c'est sûr. Il y a peu de chance. Attends, la dernière fois chez Auchan, j'ai vu qu'ils avaient du Diplomatico, les vintage millésimés. Ouais. Ça vaut 180 ou 200 balles la bouteille. Et en plus, alors, moi perso, j'aime beaucoup les carafages de chez Diplomatico en série limitée. Et la bouteille, il lui avait mis un espèce d'antivol dégueulasse dessus, tu sais, pour rien, faut pas le piquer, c'est cher. Comme sur le ruinard. Et la pauvre petite bouteille, elle était toute seule en haut de son étagère, toute seule. Il y avait personne autour, il y avait personne pour t'expliquer. T'avais juste le prix, 185 € de marqué. T'es là, tu fais, mais pourquoi vous avez ça en fait? Enfin, où est l'intérêt? Alors là, on parle de produits chers, mais toi, par exemple, Marie à la cave, pour en venir à ce qu'on disait, tu sais, le problème des clients qui pensent que quand tu vas en cave, c'est cher. Est-ce que de l'autre côté, malheureusement, tu as des clients qui, par rapport à ce que tu leur proposes, vont tout de suite dire je veux un produit cher ou c'est pas cher, donc ça doit pas être bon. Comment sont les clients, tu sais, par rapport... parce que moi, je me rends pas compte, parce que moi, je vends aux professionnels. Ouais. Donc, comment se place dans la tête des gens, tu sais, on a toujours dit pendant un moment, un rhum plus défoncé, meilleur il va être. Est-ce que tu as encore ce côté, parce que c'est cher, ça va être bon? Alors oui. Pas mal. Après, moi, j'essaye de débunker carrément ça, tu vois. Mais moi, ce que je constate, c'est que les gens manquent cruellement de culture. Ils y connaissent rien du tout. Bah oui, mais c'est un avantage pour la grande distribution parce que moins les gens savent ce qu'ils vont consommer, plus ils sont enclins à acheter n'importe quoi. Ouais, et les gens manquent de vocabulaire, les gens me demandent un blanc fruité alors qu'ils me parlent d'un blanc liquoreux. Ah oui, en vin, tu veux dire? Alors en vin, c'est le cas, mais c'est aussi le cas en spiritueux. En spiritueux, oui, je voudrais une autre vie originale pour offrir. Bah écoutez, un rhum blanc de chez Savannah, par exemple, c'est super original et c'est super bon. C'est étonnant, dis donc. C'est étonnant, et en plus, c'est pas très très cher. T'as un grand arôme à moins de 60 balles, c'est quand même super cool. Ah ouais, non, rhum blanc, ça arrache, c'est dégueulasse. Et ben moi, je fais sentir, je fais goûter.
ah ouais, c'est super bon et tout. Et là, en fait, ouais, quand tu fais goûter, Kevin, t'as raison. Les gens changent totalement d'avis. Mais oui, c'est vrai. Plus c'est cher, plus c'est bon. C'est souvent ça. Et t'as des gens, ils veulent une très très belle bouteille. Ils ont un budget de plus de 100 €. Ça commence à être déjà une très très belle chose. Et ces gens-là, oui, pensent qu'en mettant le prix. Ouais, parce que je crois que dans les whisky, les premium, les whisky premium en France, je crois que ça doit commencer à 45 €. On est vraiment, D'accord, ouais. on est vraiment bas en tarif, quoi. Et là, ce que je sais, c'est que le budget moyen actuel des gens, c'est du 40-50. En ce moment, c'est ça. Et 40-50, t'as des très belles choses. Mais par contre, il faut aller chercher chez les embouteilleurs indépendants. Par exemple, moi, j'adore la boîte That Whisky Company, par exemple. Ça, Je c'est génial. suis un fan inconditionnel de ce qu'ils font. J'adore. J'en ai pas mal aussi. Ouais, c'est trop bon. Et là, tu vois, chez eux, là, en ce moment, on a un single malt d'Ayla. C'est un 8 ans. C'est que c'est un Lagavulin 8. Oui, c'est un Lagavulin. Oui, C'est un oui, c'est Lagavulin 8, mais il coûte entre 50 et 60 sur étagère, alors que le Lagavulin 8, désolé Michel qui boit du Lagavulin depuis les années 70, maintenant il a plus de 60 €. C'est fini. Lagavulin 12 ans, c'est une honte en Ah tarif. bah oui. Et le 16, c'est une honte aussi. En gros, le 16 est en GD. Ouais, mais alors, tu vois, ça, c'est un autre problème sur lequel je voulais venir. Je me suis fait baiser, et je dis bien le terme baiser, malheureusement, l'année dernière, quand je vendais encore un peu en cave. Citadel vendait leur nouvelle édition, tu sais, leur nouvelle édition d'été, la Jardin d'été. Le fournisseur nous dit, voilà, donc on l'a par des fournisseurs pros, et la personne que je vois à ce moment-là me dit, ce sera pas en grande surface, c'est des produits limités Citadel, machin. Ok, pas de problème. J'achète le produit, je le vends à des clients, et je dis à des clients, vous le retrouverez pas en grande surface, c'est les séries limitées chez Citadel. Le client me fait confiance. Voilà, ce qui est normal, il vient pour du conseil. Je passe 2 semaines après dans une enseigne de grande surface. Il le vendait moins cher que le prix que moi je l'achetais. Ouais, tu m'as dit, ouais. Et là, tu dis, mais tu passes pour un con au niveau de ton client. Le gros souci de ça, tu vois, nous, on a eu le problème avec on en a discuté avec une brasserie de bière qui s'est fait avoir là-dessus. Le gros souci aussi des distillateurs, c'est pas de leur faute, malheureusement. C'est que les distillateurs, des fois, ils revendent à des plateformes de vente. Et les distillateurs qui te disent, moi, mon produit, je veux pas qu'il soit en grande distribution, je veux pas qu'il soit présent du tout. Il va vendre ses produits à une enseigne de une plateforme de distribution, donc qui est revendeur, entre guillemets, sauf qu'il sait pas à qui il revend. Et nous, on s'est retrouvé une fois, tu te souviens quand on est allé chez Deux Suiters, où ils nous disent, cette gamme-là, c'est une gamme qui est réservée cavistes, et Kevin il fait, c'est con, parce que moi, au Carrefour Market du coin, ils ont les mêmes. Ils n'étaient pas au courant. Donc, je dis pas que Citadel vend à la grande surface, mais par le volume, malheureusement, qu'ils font, parce qu'il faut qu'ils fassent du volume, c'est une énorme entreprise, ils ont beaucoup de gens à payer, etc., il faut qu'ils fassent du volume, et tu te retrouves avec des produits qui étaient normalement réservés pour les cavistes, en grande surface. Et dans ces cas-là, le caviste, alors, t'as 2 possibilités. Soit le mec est pas trop con et comprend qu'il y a eu un couac dans l'histoire et que tant mieux pour lui, il va la payer moins cher en grande surface s'il a aimé. Soit de l'autre côté, malheureusement, la majorité du temps, il va dire je me suis fait baiser par mon caviste, quoi. Ouais. Et là, tu passes pour un con. Tu passes pour un voleur. Ah ouais. Encore pire que de passer pour un con. Ouais. Mais ouais, c'est arrivé à la brasserie des Deux Amants à Val-de-Reuil, dans l'Eure. C'est arrivé il y a pas très longtemps. Je vais chez Leclerc, tu vois, acheter un truc de dernière minute à la con, je sais pas moi, une bouteille de jus d'orange ou que sais-je, du soft, toujours, bien sûr. Ouais, du lait. Du lait, par exemple, ouais. Et là, je vois en tête de gondole, alors les rayons bière chez Leclerc, moi, ça me rend folle de base, mais je vois en tête de gondole une palette de chez les Deux Amants, en fait. Une palette. Ils avaient toutes les références. Ils avaient au moins une centaine de bouteilles de chaque référence. Ça m'a rendu folle. Je me suis dit, mais non, mais attends, moi j'adore les Deux Amants. J'ai toute leur gamme chez moi. Va falloir que je les appelle en leur disant ciao ou est-ce que c'est un couac? J'ai appelé Anne-Charlotte, je crois, son prénom. Et elle était folle. Elle s'est mise en colère directe. Elle a pété un câble au quart de tour. Et en fait, ça a été un couac de plateforme de redistribution, comme tu disais. Et c'est plus arrivé depuis. Ouais, mais d'un autre côté, tu vois la brasserie des Deux Amants qui est normalement vendue que chez les cavistes spécialisés, chez les bars craft, etc. Le fait d'avoir une palette qui a été vendue chez Leclerc, qui a beaucoup plus de débit de personnes que nous, ça a aussi permis à des gens qui connaissaient pas la brasserie de la découvrir. Alors déjà il y a 2 choses. La première, c'est quelle est l'ambition de la personne qui a commandé cette palette par un autre biais que le réseau officiel. Est-ce que c'était par réelle passion de faire découvrir un produit super, ou est-ce que c'était juste pour entrer dans le créneau en ce moment des bières artisanales et de faire du chiffre dessus? Ça, c'est la première chose. Et elles étaient à 50 centimes moins chères que nous en cave. Évidemment. Sans marger comme des salauds.
Et deuxième chose, c'est qu'il y a des producteurs, et notamment c'est le cas des Deux Amants et de plein de brasseries pour dévier un peu sur le sujet, qui n'ont pas envie d'être en grande distribution. Donc je trouve que c'est vraiment complètement pas correct de finir par les rentrer par un biais déguisé, alors que eux-mêmes, par souci de maîtrise de leur réseau de distribution et par respect avec les gens avec lesquels ils travaillent déjà, de se retrouver là-bas. C'est arrivé plein de fois. Hein. Maintenant, encore une fois, quelle est la motivation à la base de la personne qui a rentré ça dans le magasin? Est-ce que c'était une réelle ambition de faire découvrir des beaux produits, ou est-ce que c'était par simple intérêt mercantile? Ouais, parce que, alors attention, on parle un peu de la grande distribution. Moi, je connais des chefs de rayon spiritueux en grande distribution. Les mecs, c'est des passionnés. Hein. Ils travaillent en grande distribution, mais je ne doute pas en fait aussi des fois de la volonté ou de la qualité de ce que veut faire rentrer le chef de rayon dans son bien rayon, sûr, mais c'est les mécanismes qui sont propres à la grande distribution qui malheureusement, même eux, des fois, les obligent à appliquer des trucs qui sont pas forcément envie de faire. Et je voulais revenir sur un truc parce qu'on a on a touché du doigt le sujet, mais il y avait une partie, on parlait un peu du marketing et tout ça, et je voulais parler que quand tu es invité quelque part, si tu amènes une bouteille, eh ben t'as envie que ce soit une bouteille que quelqu'un connaisse. Bah, le meilleur exemple là-dedans en ce moment, c'est Dalmor. Dalmor, ils ont augmenté leur prix de vente de plus de 30%. Là, un Dalmor 12 ans, je crois que on doit pas être loin des 100 balles la bouteille, et ce n'est plus vendu en cave. Maintenant, ils sont vendus aux Galeries Lafayette à Paris, et ils ont affiché clairement que eux ne voulaient plus être vendus que dans des établissements haut de gamme, très très friqués, alors que le produit que t'as à l'intérieur, il y a 10 ans, tu payais ça, alors il y a je vais peut-être moins dire 10 ans, mais il y a peut-être 5 ou 6 ans, tu payais encore ça. Marie, tu vas peut-être me dire, mais 55, 60 balles, je crois. Il y a 10 ans, j'étais pas encore dans le métier, mais ouais, déjà, il y a 2-3 ans, le 12 ans était à moins de 70, moins de 80 balles sûr. Donc eux, ils ont une réelle volonté d'augmenter leur prix de vente pour passer sur un produit premium, alors que le produit que tu as à l'intérieur est exactement le même. Et mais ces produits-là, alors ils justifient pas. Par l'augmentation de la matière, du coup de la matière sèche Non, ils justifient pas. Ils ont augmenté leur prix de vente, point barre. Et maintenant, voilà, c'est vendu dans les Galeries Lafayette, etc. Quoi. On est malheureusement, je pense, dans un monde du spiritueux où la communication a avancé vers la premiumisation des produits, où on essaye de faire croire aux clients que parce que on a un bon produit, ça vaut cher et ça va être premium et ça va être plus exclusif et plus élitiste, alors que en France on comptabilise un nombre de distillateurs incroyable, et il n'y a pas que la France, je veux dire, tu vas en Écosse ou n'importe quoi, il y a plein de petits producteurs où tu es dans des produits, tu vois, on va dire de milieu de gamme, sans partir, tu sais, dans des très vieux vieillissements, dans des finishes particuliers. Moi je demande même pas ça, tu vois, au produit, moi je demande juste à un produit, à un terroir, et qu'il soit bon. Tu vois. Mais force est de constater que malheureusement, la com fonctionne mieux à l'heure actuelle que le conseil du caviste dans la tête des gens, parce qu'ils vont pas pousser la porte d'un caviste parce qu'ils ont peur que ça coûte trop cher. Mais même avant la com, hein, des fois juste sans communiquer, tu prends une bouteille à 30 balles, tu es sur un entrée de gamme, milieu de gamme, tu fais rien d'autre, tu prends le même produit, tu communiques pas dessus, tu la passes à 60 balles, et ben t'es pas à l'abri d'en vendre plus. Ouais, c'est un truc que je comprends pas. Parce que tout d'un coup, t'as rien changé, mais le côté plus premium fait que tu vas peut-être toucher une autre clientèle, peut-être que les gens vont l'acheter pour l'offrir en pensant que, on en parlait tout à l'heure, que du coup c'est un bon produit parce qu'il est cher. Et je sais pas, il y a sûrement des cas d'école un peu comme ça, mais je serais pas étonné que si on faisait l'expérience, les résultats seraient sûrement très surprenants. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui rentrent, qui vont me dire, ouais, elle est jolie la bouteille. Ah, mais ça a toujours marché, ça. Elle est jolie la bouteille, sauf que attends, Michel, si t'as bu du William Peel toute ta vie, si tu bois ça, je pense à Waterford par exemple, le mec il va plus se rappeler où il habite. Ah bah non, c'est sûr. Parce que la bouteille elle est bleue avec le bouchon rose pour la cuvée The Cuvée. Et puis moi quand je vois ça, je me souviens toujours je me remémore toujours la même chose. Tu vois, souvenir de jeune ado qui a pas de thune et qui va acheter au moins cher pour se coller une cuite avec les potes. Faut quand même pas oublier que Tullamore, à l'époque, c'était distribué par Lidl. Le premier importateur de Tullamore Dew en France, c'est Lidl. Moi, pendant que mes potes se faisaient des caps à la Henken, moi je picolais ma bouteille de Tullamore que je payais 17 balles chez Lidl, quoi. Et maintenant, Tullamore, ce n'est plus vendu que en cave. Tu retrouveras presque pas en grande surface. Ça a step, quoi. C'était à l'époque où t'avais pas de barbe et que t'étais toi-même un Tullamour. C'était à l'époque où j'aimais déjà pas la bière et je me sabordais à la tequila de grande surface. Autant te dire que la Sandro. Tiens, si on voulait parler de produits de merde, celui-là, on est sur un produit. J'ai trop vomi de tequila, je n'en consomme plus, je trouve ça ignoble. Désolé Thomas. Ouais, je vais te passer au mezcal, tu vas voir, il y a des. Je trouve ça ignoble aussi. J'en ai goûté, mais non, j'accroche pas. Quand même,
avec beaucoup de mauvaise foi, on dit oui, l'écrin. Moi, je suis désolé, mais ça fait partie de mon plaisir d'achat. Je fais partie de ces gens, par exemple, moi, mon rêve, là, en ce moment, c'est d'avoir un bar chez moi. Tu sais, avec un arrière de bar, comme dans les années 90, nos darons, ils avaient ça. Et je suis en train de négocier avec ma femme, parce que je trouve qu'une étagère avec des belles bouteilles, bah, c'est hyper sexy. Donc, ça fait aussi partie du plaisir d'achat. Voilà, quand tu achètes un flacon de parfum, pareil, t'es content de le poser. Quand les gens, ils vont pisser un coup, ils voient ton beau flacon de parfum. Ah, le Chanel numéro 5. Moi, je suis un peu moins sensible à ça. Je préfère les bouteilles de rhum, mais je veux dire, la mécanique, c'est la même. Ça fait aussi partie du plaisir. Dans ces cas-là, comment est-ce que tu expliques l'essor et comment ça s'appelle l'aude qu'on fait à Signatory? Signatory, c'est une bouteille standard avec une étiquette blanche avec juste le nom de la distillerie marqué dessus. J'adore Signatory, j'ai aucun problème avec ça. Tu vois, alors que franchement, les bouteilles, on va pas se cacher. Alors eux, il y a pas plus vintage que Signatory, quoi. Ouais. Mais c'est l'élégance. Ah ouais. C'est comme Chanel 5. Ouais, alors, c'est Chanel plus 5, épuré. Pour les fans des visiteurs, Chanel 5, c'est dans le bain. C'est pas sur le bord de la baignoire. C'est dans le bain, c'est vrai. C'est Je dans croyais le que c'était sur le bord de la baignoire. Non, pour moi, moi, Signatory, ça m'inspire l'élégance, le beau flacon. Non, pour moi, c'est classe. D'accord. Vraiment, Okay. je trouve. Donc il y a pas forcément besoin de faire comme ce qu'on voit beaucoup dans le mouvement craft bière en ce moment par exemple, de payer des centaines de milliers d'euros un designer pour te faire des étiquettes qui claquent à mort. Une étiquette blanche avec un nom dessus, ça fonctionne. En fait, ça dépend de quel est le positionnement et qu'est-ce que veut montrer la brasserie ou la distillerie. C'est la même mécanique. Tu parlais de Zad Boutique tout à l'heure, Marie. Bah, Zad Boutique, ils sont arrivés, ils ont éclaté les codes du spiritueux, trad, etc. Et là, en l'occurrence, la première fois que tu achètes une bouteille de cette boutique dans ton bar, elle est unique, quoi. Et après, tu y reviens et tu te dis, bah, en fait, c'est pas parce qu'ils ont une identité visuelle un petit peu funky que le produit, il est pas bon à l'intérieur. Mais ça, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, le côté rattaché. Bah, tiens, c'est un côté un peu artistique. Tu regardes une étiquette de cette boutique, tu peux être sensible à l'étiquette et elle t'appelle. Bah, non, t'es plutôt trad, ça te rassure un petit peu. Tu vas peut-être pas aller sur cette boutique, tu vas peut-être aller sur un autre truc. Donc, ça dépend aussi de qui ils veulent toucher, leur cible, quel produit à l'intérieur. Cette boutique, ils embouteillent des trucs assez incroyables. Il y a de fortes chances que s'ils mettaient un produit beaucoup plus classique à l'intérieur d'une bouteille un peu funky, est-ce que ça matcherait? Je sais pas. Néanmoins, c'est une marque que je ne vais pas proposer à des personnes de plus de 65 ans. Parce que pour eux, ça fait pas sérieux. Oui, voilà. Ah bah oui. Ils préfèrent acheter un Beaumort. Marie, c'est pas toi que j'en parlais, les vins nature. Ouais, bien sûr. Les étiquettes de vins nature. Ah bah oui. Ils sont en train d'écraser les codes. Ah bah oui. Quoi? Mais vous nous faites chier avec ton château machin mes couilles avec des bordures dorées et tout. Allez vous faire enculer, moi je fais un gros fuck sur ma bouteille, tu vois. J'ai vu ça il y a pas longtemps. L'autre coup, il y avait une scène, c'est le Kama Sutra, l'étiquette. J'étais là, genre, c'est super. Tu te souviens de ce qu'on a parlé la semaine dernière, de dire on voulait ouvrir une nouvelle cave et lui donner un nom un peu italien? Non, c'était que ton idée, Thomas. C'était que mon idée. Oh, c'était génial. On voulait l'appeler Pochetron et Soda. Pochetron et Soda. Et bah, il y a une marque de vin nature qui a créé Pochetron et Sofa. J'ai vu ça aujourd'hui. J'ai trouvé ça avec une nana sur un canapé. Alors c'est juste dessiné, hein, mais avec une nana sur un canapé où tu vois vraisemblablement qu'elle a peut-être un peu trop abusé du rosé, avec le bras qui pend sur le côté et le verre de vin qui coule sur le sol. J'ai trouvé ça génial. Mais là on rentre dans de la com, on n'est plus dans le terroir et dans le produit, quoi. Donc pour en revenir au sujet qu'on a quand même traité aujourd'hui. Vaste sujet. Vaste sujet. Plein de Je choses. pense qu'on n'a même pas égrené, tu vois, le dessus de l'iceberg de tous les avantages et les inconvénients. Non, et puis on a aussi enfoncé plein de portes ouvertes, mais l'idée c'est aussi de donner des pistes de réflexion plutôt aux gens qui nous écoutent. Je pense que, en tout cas, moi c'est mon avis personnel, je pense que on peut pas cracher autant sur la grande distribution que le caviste national, que le caviste indépendant. Ils ont tous leur rôle à jouer et il est important quand même qu'ils soient tous là, que ce soit pour la mise en avant, pour avoir des produits des fois qui sortent un peu de l'ordinaire et qui rentrent dans grande surface, on sait pas comment. Comment tu fais du politiquement correct? Je fais du politiquement correct, mais parce que pour moi, le sentiment que j'ai là-dedans, c'est que on a trop habitué les gens pendant longtemps à penser que la grande surface pour le volume et le pas cher, le caviste pour le produit élitiste. Et moi, mon avis là-dedans, c'est que passez la porte d'un caviste. N'ayez pas peur d'aller voir un petit caviste de quartier et lui poser des questions. S'il fait son taf correctement et qu'il n'est pas trop con, normalement, il saura toujours vous aiguiller sur une gamme tarifaire et sur des produits qui correspondront à ce que vous voulez. Et ne vous en voulez pas d'aller en grande surface quand vous allez faire vos courses, parce que les marques qui vendent aussi en grande surface, elles ont des produits, alors certes, dans la majorité, ne vont pas être de bonne qualité, on va pas se le cacher, parce que oui, Havana Club et alors je citais que des marques de Pernod Ricard, mais c'est eux qui sont le plus présents, on va dire, en grande surface, mais
ils ont aussi leur rôle à jouer, et ils ont aussi besoin d'être présents pour un moment particulier de consommation, quoi. Mais je suis entièrement d'accord avec toi, je te chambrais quand je te disais que tu faisais du politiquement correct. Et pour moi aussi conclure, et je vais rejoindre un petit peu ce que tu disais Thomas, c'est qu'il faut continuer à soutenir les artisans et les petits producteurs. Maintenant, on a tous conscience qu'on est obligé d'adapter notre consommation en fonction de nos revenus aussi, et que des fois on n'a pas le choix, qu'on a des gens à l'apéro ou qu'on a envie de se faire plaisir, et que la fin du mois elle est un peu rude. Enfin, je veux dire, c'est un sujet de tous les jours en ce moment. Néanmoins, simplement, il faut continuer au moins d'essayer au maximum de consommer chez les cavistes, chez les commerçants, chez les indépendants qui vont proposer des produits de meilleure qualité. Et même si vous le faites que ponctuellement, ça reste quand même le meilleur soutien qu'on puisse faire à la qualité et à la diversité des produits qu'on peut avoir sur les terroirs français et partout dans le monde d'ailleurs. Ouais, je suis d'accord avec vous deux. Messieurs. Venez nous voir en cave parce que on est toujours content nous de faire de la pédagogie. On est toujours content d'expliquer aux gens qui n'y connaissent pas grand chose ce qu'ils vont boire et ce qu'ils vont acheter. Et puis en fait, n'ayez pas peur de ne rien y connaître parce que chacun son métier. Comme je dis souvent, il y a des gens qui viennent me voir, ils sont médecins, ils sont chirurgiens. Et voilà, chacun son truc en fait. Tu leur apprends pas à faire l'opération quand t'es sur la table. Exactement. Donc voilà, venez nous voir. Et puis oui, comme l'a dit l'un de vous deux, je sais plus, n'ayez pas honte d'aller en grande surface, on est tous dans la galère. Moi, la première, je vous le dis, je vais de temps en temps acheter des packs de bière industrielle. Ça m'arrive parfois pour les gros chouilles. J'ai un pincement au cœur. Ah, je suis désolée, Kevin. Non, voilà. Moi, je pense que c'est une bonne conclusion. J'ai une bouteille de Clan Campbell pour les gens que j'aime pas à la maison, hein. On a tous une bouteille de Clan Campbell pour les gens qu'on n'aime pas à la maison. Non, je dis ça, c'est même pas vrai. En plus, j'arrive pas à en avoir. Souvent, je le finis tout seul un vendredi soir. Bon, allez. Parce que j'assume pas de l'avoir chez moi. Tu sais, le pote qui est venu avec et on l'a pas bu. Et elle est là, tu dis, je vais pas l'acheter quand même. Et tu la bois tout seul parce que quand tu ouvres ton bar, tu veux pas que les gens la voient, tu vois. Ouais, ça... Moi, j'ai un peu ce truc-là. Bon, alors, on a fini de sujet, le grand sujet, parce que pour un premier podcast à plusieurs, je suis vraiment content qu'on ait réussi à aller un peu plus dans le détail, etc. Ouais, moi, je voudrais quand même remercier les gens qui sont encore avec nous. Ouais, c'est clair. On va passer juste pour la dernière petite partie. On a envie on boit des coups. Non, c'est la quatrième mi-temps, ça c'est encore autre chose. Oh putain, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Non, on n'a pas fini. Je voulais vous demander à chacun, parce qu'une fois par mois, voilà, on se retrouve, à chacun, est-ce que vous avez eu un produit sur le mois, voilà, ou sur un truc. Moi, je peux commencer. Est-ce que vous voulez parler d'un produit en particulier qu'on n'aurait pas, parlé dans ce podcast dans la journée, quoi? Moi, j'ai envie de commencer. Je suis parti en vacances et ça faisait vachement longtemps. Et quand je pars en vacances, j'ai quand même un petit truc, c'est que j'adore me ramener une bouteille de spi que je trouve. Alors si c'est un truc qui est fait dans le coin, c'est super. Pas toujours le cas. Des fois, je peux tomber juste au coin d'une rue sur un petit caviste. Et pour le coup, moi, j'adore faire cette démarche, discuter, et me faire tenter par un truc que peut-être j'aurais pas trouvé dans un caviste de ma ville. Et en l'occurrence, là, j'étais en vacances en moto dans la pampa des Pyrénées espagnoles et françaises. Et on a cassé les motos, donc on s'est retrouvé dans un petit bled à Velia. Et j'ai acheté une petite bouteille de gin. Alors c'est peut-être pas le meilleur gin que j'ai bu, mais j'ai trouvé que c'était un gin qui était assez aromatique, porté pas mal sur les agrumes, et c'est mon petit dernier coup de cœur parce que du coup c'est le plaisir gustatif que j'ai en le consommant est forcément rattaché aux vacances que j'ai vécues, et ça aussi moi je trouve que c'est un truc important. On rattache aussi des boissons à des moments dans la vie. Donc c'est un gin espagnol qui est très doux. Moi, je le consomme avec un petit peu de tonique, pas trop sucré évidemment. Vous mettez à la poubelle le Schweppes, et que je pense on pourrait même consommer de manière juste sur lit de glace, quoi, tu vois. Donc c'est bon, j'avais envie de vous en parler. Le gin, la bouteille est noire avec les écritures en doré. La bouteille est plutôt sympa et le gin s'appelle Ortesano, et donc c'est un gin qui est fait dans les Pyrénées. Je croyais que t'allais jamais dire le nom de la bouteille. J'étais là, il va dire comment ça s'appelle quand même. Mais parce que je connaissais plus le nom de gin. C'est un teasing de qualité. Ce que je vous propose, je vais vous servir un fond quand même. Même si c'est... Ouais, parce qu'on arrive en fin d'épisode, et puis si vous nous écoutez le soir, n'hésitez pas à vous sortir. Alors, par contre, ne me demandez pas où on peut l'avoir, j'en sais strictement rien. Mais en tout cas, Velia, il y a une petite boutique qu'on a. On va mettre le nom en description du podcast pour les gens qui seraient intéressés. Et toi, Marie, est-ce que t'as un truc qui t'a vendu du rêve ou autre ce mois-ci? Eh ben moi, j'ai un fat coup de cœur. J'aime vraiment, vous voyez, le genre de whisky où vous avez envie de vous le mettre dans un spray et vous parfumer avec tous les matins. Moi, c'est clairement ça. C'est la distillerie Koval. C'est une distillerie qui est originaire de Chicago. C'est en fait un lieu qui distille depuis le début du 19e siècle. Ça a fermé pendant de nombreuses décennies et ça a été recréé en 2008 par une famille autrichienne au nom de Birnecker. C'est trop bon. Eux, ils mettent un point d'honneur à utiliser que des céréales bio et que des céréales locales dans la mesure du possible, dans la mesure de ce qui pousse
en Amérique du Nord. Ce qui est cool aussi, c'est qu'ils font beaucoup de single barrel. Ils font, en termes de processus de fabrication, tout eux-mêmes, du broyage de la céréale jusqu'à l'embouteillage et à l'étiquetage. C'est vraiment dingue. Quand on sait qu'ils font plein de céréales différentes, ils font du seigle, ils font des 100% rail, les amis. Quand on sait à quel point c'est casse-couille de travailler le seigle, ça veut dire qu'ils ont des infrastructures hyper qualitatives. Enfin bon, tout ça pour dire que moi, je suis tombée littéralement amoureuse de leur whisky 100% millet. Alors le millet, c'est une céréale qui pousse principalement en Afrique et en Asie. C'est une céréale que eux cuisent à l'eau et mangent alors soit en bouillie, soit en pain, soit en galette façon naan indien, genre de choses. Et donc eux, ils l'ont distillé en fait, les gars. Ça donne une eau de vie, mais qui est merveilleuse, avec un vieillissement de 2 ans en fût de chêne neuf de Minnesota. Et donc vous avez un truc, mais d'une onctuosité sans nom. Fleur d'oranger, vanille, amande, c'est incroyable. Le seul petit bémol, je dirais que ça fait que 40 chevaux, ça a été réduit. Alors ça a été réduit de manière qualitative, hein, c'est du goutte à goutte, c'est vraiment de la qualité. Mais moi j'aimerais bien en fait goûter un brut de colonne de chez eux, tout simplement. T'as un souci avec les brutes de colonne. Ouais, j'adore. Donc voilà, ça c'est mon petit coup de cœur et à chaque fois qu'on en a au magasin, on en a pas souvent. Et à chaque fois qu'il y en a, je m'en mets toujours à l'intérieur de chaque poignée et puis je suis contente de sentir mon whisky toute la journée. Tu fais vraiment ça, c'est pas une blague. Je le fais vraiment. Oh putain. Tu m'avais pas dit qu'elle était zinzin. Non, je fais vraiment ça. Ouais, alors attendez les gars, ça c'est de la normalité. Hein. On en reparlera une prochaine fois. Avec des étiquettes avec des gens à poil dessus. Aussi. Et toi Thomas, t'as un truc moi il me reste un truc, tu vois. Alors, tu vois, on va reparler encore une fois des grandes surfaces. Tu sais, les amateurs de Ricard, de pastis, de choses comme ça. Il y a pas d'amateurs de Ricard, il y a que des buveurs de Ricard. C'est vrai, c'est pas faux. Pas pareil. Et ben moi j'étais pas buveur de Ricard. Moi j'étais pas buveur du tout d'anisette parce que moi les anisettes, je trouvais ça dégueulasse. L'espèce de goût alcooleux pas bon, l'anis et le réglisse chimique à l'intérieur, je trouvais ça immonde. Et je suis tombé il y a pas longtemps sur une petite distillerie qui s'appelle la distillerie Montjoie, qui est à Gavray et qui est en Normandie à Gavray et qui fait un pastis normand. Alors au début je me suis dit ouais, pastis normand, très peu pour moi, etc. Et elle m'a fait goûter et là un monde s'est ouvert à moi. C'est-à-dire qu'en fait j'ai découvert que les anisettes ça pouvait être bon, mais genre très bon. Là je vous parle pas d'un produit où on va mettre des agents de saveur ou de la réduction de botanique machin. On est sur de la vraie macération de botanique naturelle dans des cuves avec des produits de ouf et j'en suis tombé, mais alors fan de chez fan. Petit conseil quand même, ne faites pas comme moi parce que moi je suis un peu comme Marie, j'adore les brutes de colonne. Donc le pastis est tellement bon que je le bois sans eau. 46 degrés 3, sans eau, en plein soleil, t'as intérêt à t'accrocher pour te lever pour aller manger derrière. Donc si vous voulez goûter ce genre de produit, pensez à mettre de l'eau à l'intérieur. Et donc voilà, ce podcast arrive à sa fin. On a quand même pas mal digressé, parti sur des sujets qui étaient hyper intéressants, sur lesquels on pourra revenir plus tard. J'espère que vous avez apprécié cette discussion autant que nous. Si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à le faire savoir et à partager vos impressions, surtout si vous écoutez sur Apple Music ou Spotify. Vous n'hésitez pas à nous laisser une petite étoile, un petit commentaire. Et si vous écoutez sur YouTube Music, pareil, vous n'hésitez pas à le petit pouce bleu, la petite cloche, on s'abonne, on en parle aux copains. Si votre raton laveur il est pas abonné, on abonne le raton laveur, hein. Et puis petite dernière chose, si vous avez envie de nous soutenir dans ce projet, vous n'hésitez pas à aller sur notre site internet parce que nous on n'a pas de Patreon, on n'est pas monétisé par YouTube parce que comme on parle d'alcool, et ben avec la loi Evin, et ben on n'est pas monétisé. Et plutôt que vous demander juste une petite subvention, un abonnement, on préfère en fait vous embouteiller des petits produits de terroir en série limitée. Donc vous n'hésitez pas à aller sur notre site internet et si vous avez envie de nous aider, en ce moment on a un petit Calvados de derrière les fagots et un gin justement fait par Léa de la distillerie Montjoie qui est juste incroyable. Donc n'hésitez pas. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, à dans un mois pour le podcast, à dans 15 jours pour la prochaine vidéo et d'ici là, n'oubliez pas, le bon goût est toujours à la portée de votre main. Santé et passez une bonne soirée.